Nous allons commencer. Bon matin, bonjour, welcome. Bienvenue à l'UQAM, bienvenue au Salon Orange pour ce triste anniversaire, quatrième édition de cette conférence qu'on co-organise ensemble avec plusieurs partenaires que j'aimerais rapidement saluer. Évidemment, la chaire Raoul Dandurand, le RAS, et le critique du Collège royal militaire. Je me présente, je suis François Audet, professeur ici à l'UQAM et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Fait plaisir de vous accueillir ici. Et en fait, on a un événement qui va durer toute la journée, évidemment, mais si vous me permettez, je vais mettre un peu la table à ce qui se passe en Ukraine d'une perspective davantage humanitaire. Alors oui, donc il y a 4 ans, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie fait basculer l'Europe dans une guerre d'agression dont les répercussions humaines restent encore aujourd'hui vertigineuses. 4 ans plus tard, nous parlons souvent de lignes de front, de systèmes d'armes, de rapports de force, de géopolitique, c'est ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, voire même de Troisième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, dans ce colloque, je nous invite à garder en tête certains fondamentaux, à savoir la protection des civils, le respect du droit international et surtout le coût humain, celui qui s'additionne chaque jour, parfois souvent très loin des caméras. Parlant de bilan humain, bilan humanitaire, donc, selon les Nations unies, des chiffres qui resteront à vérifier au fil du temps, ce serait plus de 15 000 civils qui ont été tués depuis février 2022 et on parle de plus de 41 000 blessés civils. Au niveau des forces armées, évidemment, le bilan est encore plus sombre. Encore une fois, des chiffres qui méritent d'être... on doit rester avec une certaine vigilance, surtout du côté russe. On parle d'environ 1,2 million de pertes totales, incluant potentiellement plus de 300 000 soldats tués du côté des forces russes. Du côté ukrainien, ce serait un demi-million de pertes totales, donc blessés, morts, et environ entre 100 et 150 000 soldats ukrainiens tués. Derrière ces nombres, il y a aussi des appartements détruits, des missiles, des drones, des odeurs de fumée, des sirènes. Cette guerre a littéralement déplacé l'Ukraine. On compte environ 3,7 millions de déplacés à l'intérieur du pays et plus de 6 millions de réfugiés au pourtour, notamment dans les pays limitrophes, surtout en Pologne. Ce déplacement n'est pas seulement que du mouvement. C'est une déscolarisation des enfants, une précarisation évidemment, des enjeux de santé mentale, une économie complètement pulvérisée et une génération entière maintenant, surtout après 4 ans, qui grandit dans l'attente et dans l'incertitude. On ne doit pas jamais oublier non plus ce qui s'est passé à Mariupol, hein, l'un des symboles les plus sombres de la crise humanitaire derrière ce conflit. La ville a été assiégée, bombardée, presque complètement détruite. L'ampleur exacte des morts demeure impossible à définir parce qu'évidemment, elle est sous occupation. L'armée russe a caché énormément d'éléments de preuve, mais Human Rights Watch documente évidemment tout ce qui s'est passé, essaie en tout cas, et on parlerait de plus de 10 000 nouvelles victimes civiles qui seraient enterrées, ensevelies à Mariupol, évidemment, suite au carnage. Ainsi, au cœur de ce conflit, ben, c'est une question de droit. Mais le droit humanitaire n'est pas seulement une option, c'est le minimum commun pour préserver un minimum de dignité et d'humanité en temps de guerre. Or, les attaques répétées contre les infrastructures civiles, notamment l'énergie, on le voit depuis les dernières semaines en plein hiver, l'eau, le chauffage, ont été donc largement documentées, oui, par les médias, mais aussi sont largement documentées, entre autres, par des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge, ayant des conséquences directes sur des millions de civils en Ukraine en plein hiver. Enfin, la question des enfants ukrainiens transférés vers la Russie n'est pas non plus une simple rumeur. Elle est documentée au point où la Cour pénale internationale a émis en mars 2023 des mandats d'arrestation contre Vladimir Poutine ainsi que contre Maria Lvova-Belova, notamment pour crimes de guerre, de déportation illégale et de transfert illégal d'enfants. Ce serait plus de 20 000 enfants qui ont été déportés. Certains indicateurs assez solides parlent de près de 100 000 au total. Encore une fois, des informations qui vont demander à être vérifiées au fil du temps.
À mesure qu'une guerre, comme ce qui se passe en Ukraine ou comme ce qui se passe à Gaza, se prolonge, le risque est toujours grand que l'exception devienne la routine, que les violations quotidiennes du droit humanitaire, que les massacres de civils, que les attaques contre des infrastructures essentielles cessent de nous scandaliser pour devenir quelque chose comme une norme ou une fatalité. Cette normalisation progressive de l'illégal et de l'inacceptable constitue en soi une érosion dangereuse de nos repères juridiques et moraux collectifs. C'est ce que nous observons aujourd'hui après 4 années de violence en Ukraine. 4 ans après, nous ne sommes pas face à une crise qui se stabilise, nous sommes face à une guerre qui s'est installée, qui nous a usés, qui fracture aussi les sociétés, qui a polarisé la planète. Et évidemment, il y a une érosion, comme on le sait, de l'ordre juridique international suite à tout ce qui s'est passé. Ce colloque, donc, aujourd'hui, n'est pas seulement pour marquer une date de ce 4e anniversaire, mais c'est aussi pour rappeler une exigence importante de la part de groupes de recherche universitaires comme la chaire Raoul Dandurand, comme l'Horace, comme l'Institut, où nous devons documenter, nommer et s'assurer de refuser de normaliser l'inacceptable. Avant de vous souhaiter un excellent colloque, je voulais quand même rappeler un autre anniversaire important. C'est celui de notre collègue Dominique Harel, qui fête son anniversaire à chaque fois, à tout le moins depuis les 4 dernières années, en même temps que cette date fatidique. Alors, joyeux anniversaire, Dominique. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci. Merci beaucoup. Merci François. Je vais commencer en souhaitant un joyeux anniversaire à Dominique Harel également. Je m'appelle Frédéric Gagnon, je dirige la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques ici à l'UQAM. Je dirige aussi l'Observatoire sur les États-Unis et l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Et c'est la 4e conférence sur la guerre en Ukraine que l'on tient ici à l'UQAM en collaboration avec plusieurs des centres de recherche que vous voyez ici à l'écran. Je remercie au passage les directeurs, directrices de ces centres, le réseau d'analyse stratégique et son directeur, en fait, un des membres de son équipe de direction, Justin Massy. Je remercie aussi François Audet, que vous venez juste de voir, qui dirige l'Institut d'études internationales de Montréal, la faculté de sciences politiques et de droit aussi collabore à la tenue de cette activité. Et le critique, vous rencontrerez Chantal Lavallée, qui est la directrice du critique au Collège militaire royal de Saint-Jean. Une belle collaboration qui se pérennise malheureusement parce que la guerre s'éternise. Et c'est la 4e conférence du genre que l'on tient. Lors de la première conférence qu'on a tenue, Dominique s'en rappellera, on pouvait avoir l'impression que la guerre serait de courte durée. Il y avait un grand optimisme, en tout cas en sol américain, dans l'administration Biden, quant à cette idée que le rôle des États-Unis dans l'histoire et la collaboration des membres de l'OTAN, le soutien de l'Occident à l'Ukraine permettrait de repousser en fait la Russie, d'affaiblir aussi la Russie grâce aux sanctions économiques qui avaient été imposées par les États-Unis et d'autres pays occidentaux sur l'économie russe. On voit qu'on est au 4e chapitre, en fait, la 4e année de cette guerre qui s'éternise, comme François le disait. Et on va essayer de comprendre, en fait, pourquoi ça s'éternise et quelles sont les sorties de crise, peut-être, les scénarios pour peut-être la paix dans cette région du monde. Le programme qu'on vous propose aujourd'hui sera le suivant. Le premier atelier va porter sur le thème Russie, Ukraine et perspectives de paix. C'est Justin Massy qui assurera la modération de cet atelier et on aura l'occasion d'entendre les perspectives, les points de vue de Dominique Harel de l'Université d'Ottawa, Maria Popova de l'Université McGill, Emmanuel Rousseau, notre collègue de l'UQAM, et Vincent Touret aussi qui travaille avec nous à l'UQAM. On prendra une pause à 11h15 et on aura l'occasion, grâce aux critiques, à partir de 11h30, d'entendre la conférence de Fane Greenwood qui va nous expliquer comment les drones, au fond, ont changé le théâtre d'opération, ont affecté le théâtre d'opération en Ukraine, les opérations militaires en Ukraine. Et après le lunch, on vous convie à un deuxième atelier à 14 heures qui portera sur la sécurité transatlantique après l'Ukraine. Quelle trajectoire? Cet atelier sera modéré par Simon Hogg, professeur ici à l'UQAM, et vous aurez l'occasion d'entendre David Cadier de l'IRSEM, Alexander Lanoska, de l'Université de Waterloo, Chantal Lavallée, que je vous ai déjà présenté, et notre collègue et ami qui nous rend visite de Québec aujourd'hui et qui est professeur à l'Université Laval, Jonathan Paquin. Donc, voici le menu et j'ai très hâte de vous entendre. Moi, évidemment, je suis tout particulièrement ce que font les États-Unis et l'administration Trump dans l'histoire. On voit que c'est une administration qui a intérêt à régler, en fait, qui a intérêt à ce qu'il y ait un accord de paix
dans le dossier, notamment parce que M. Trump a des impératifs de politique intérieure qu'il souhaite satisfaire grâce à une sortie de crise. Mais quelle sortie de crise? C'est la question qu'on pourra se poser aujourd'hui. Et pour l'Ukraine, j'écoutais un balado tout à l'heure en fait, qui est diffusé par France TV. Il y avait une discussion sur ce qui s'en vient en Ukraine et on posait une excellente question. Du point de vue de l'Ukraine, est-ce qu'une mauvaise paix est préférable à une guerre qui s'enlise? Je pense qu'on pourra se poser la question aujourd'hui dans la mesure où, vous l'avez vu, M. Trump et son administration ont évoqué des plans de paix, mais qui semblent assez alignés sur ce que M. Poutine souhaite et à M. Poutine qui, semble-t-il, ne veut pas faire beaucoup de concessions, notamment sur les territoires occupés par la Russie, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce que sera le rôle de l'Occident aussi sur le territoire ukrainien advenant un accord de paix, etc., etc. Donc, on se posera quelques questions aujourd'hui, ou du moins, moi, je m'en poserai et je serai très intéressé d'entendre nos conférenciers, conférencières là-dessus. Quelle perspective de paix en Ukraine, évidemment? Quel rôle pour les États-Unis dans l'histoire? Quel rôle pour l'Europe qui semble peut-être un petit peu plus marginalisée dans les discussions, les pourparlers de paix depuis que Biden a laissé la place à M. Trump. Quel rôle pour le Canada aussi, sachant que le gouvernement d'Ottawa est un petit peu moins aligné maintenant sur la vision de Trump, la vision américaine de la guerre, de la sortie de crise. Et je la pose quand même la question. En fait, on dit que ça fait 4 ans que cette guerre dure, mais ça fait 12 ans qu'elle dure parce que tout a commencé par l'invasion de la Crimée. Mais bon, restons-en à la 4e année, mais j'ai envie de poser la question suivante. Chers conférenciers, conférencières, croyez-vous qu'on sera encore ici l'an prochain pour en tenir une autre sur la 5e année de la guerre en Ukraine? Donc, êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à la suite des choses? J'ai très hâte de vous entendre. Je remercie encore tout le monde d'être ici, nos invités, et sans plus tarder, j'inviterai Justin Massy à prendre place et nos 4 premiers conférenciers, conférencières également, et on va entamer la discussion de rechef maintenant. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Justin Massy. Je suis professeur de sciences politiques à l'UQAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Et c'est un plaisir pour moi de modérer ce premier panel d'aujourd'hui. Tout d'abord, merci donc à François et à Frédéric pour les mots d'introduction. Malheureusement, c'est dommage de se réunir à nouveau sur ce sujet. Je suis, comme vous tous, je souhaiterais que ce soit notre dernier événement sur cette guerre en Ukraine qui pourrait s'arrêter. Mais je pense que la question sur laquelle nous a laissé Frédéric est très pertinente, à savoir est-ce qu'on souhaiterait ne pas revenir pour un énième événement ou un 5e événement pour une mauvaise paix, pour célébrer une mauvaise paix qui amènerait, par exemple, l'Ukraine à devoir céder du territoire pour tenter d'espérer satisfaire les demandes de la Russie pour une paix très fragile qui serait possiblement pas garantie par une protection des États-Unis ou de d'autres pays européens, ou est-ce qu'on préférerait clore ce conflit dans des termes meilleurs pour la population ukrainienne et peut-être une perspective de paix plus durable? C'est une question sur laquelle on pourra se pencher tout au cours de la journée, dont sur ce premier panel ici, dont j'ai le plaisir de modérer. Chaque intervenant aura environ 15 minutes pour faire une présentation et à la suite de quoi il y aura une période de questions. Les personnes en ligne peuvent poser leurs questions via l'application de questions-réponses du webinaire. Et les personnes en présence, bien sûr, vous pourrez vous présenter au micro, ici au milieu de la salle, pour poser vos questions aux intervenants. Nous aurons une présentation en anglais aujourd'hui de Maria Popova. Par contre, sentez-vous tout à fait à l'aise de poser vos questions en français. Et on pourra donc tenir cet événement dans ce que j'aime être le bilinguisme d'Ottawa, où tout le monde parle la langue maternelle et tout le monde comprend l'autre langue, plutôt que de vivre dans un monde où tout le monde parle anglais et où la seconde langue officielle est la traduction simultanée. Alors, sur ça, je vais d'abord laisser la parole à notre fêté, à notre collègue Dominique Harel pour le début de ce premier panel. Dominique. Merci Justin. Merci de l'invitation. Donc, la guerre qui devait durer 3 jours entamera donc sa 5e année ce soir, en tenant compte du décalage horaire avec le Canada. Et pour la 4e année consécutive, comme l'ont indiqué nos organisateurs, je me retrouve donc sur un panel anniversaire à l'UQAM. Je remercie Justin, Frédéric Gagnon, François Audet pour m'accorder cette tribune.
En dépit de tractations diplomatiques presque constantes, l'année 2025 ne nous aura pas rapprochés d'une paix. Loin de là, en fait. Mais elle nous a permis de clarifier un certain nombre de points assez majeurs. Commençons d'abord avec la guerre comme telle. Nous entendions l'été dernier le discours que l'avancée russe sur le front de l'Est était inexorable. Poutine l'a répété il y a quelques jours. Ou bien vous nous donnez le reste du Donbass, ou bien nous allons le prendre par les armes. Et pourtant, l'armée a beau avoir grugé un 10% supplémentaire de la superficie de la province de Donetsk au cours de la dernière année, la ville de Pakrovsk, population de 60 000 avant 2022, cette ville-là, elle tient toujours. Elle devait pourtant tomber à l'été 2024, il y a 19 mois. Les villes fortifiées de Kramatorsk et Sloviansk, ironiquement le berceau de l'insurrection séparatiste de 2014, mais reprise alors, après 3 mois de siège, reprise par l'armée ukrainienne, eh bien, ces villes sont encore loin du danger immédiat. Bien entendu, la guerre n'est pas linéaire et personne ne peut prédire son dénouement, mais l'horizon d'un effondrement du front ukrainien de type débandade allemande sur le front de l'Ouest en 1918 semble hautement improbable. La technologie de la guerre ne cesse de changer. Il y a 2 ans, dans cette même salle, le problème le plus grave nous apparaissait comme étant l'asymétrie dans les capacités d'artillerie. La Russie développant un avantage à l'époque de 10 pour 1. Mais l'Europe, en s'approvisionnement en partie de stocks à travers le monde, est parvenue à largement combler le désavantage ukrainien. L'an dernier, les carences du recrutement ukrainien étaient au premier plan. La situation reste tout aussi critique. Le nouveau et très jeune ministre de la Défense de l'Ukraine a révélé le mois dernier des chiffres ahurissants. 2 millions d'Ukrainiens qui préfèrent se cacher plutôt que d'aller au front. Mais il reste que la suprématie des drones de surveillance a pris le dessus sur l'infériorité numérique des soldats ukrainiens. En termes brutaux, moins il y a de soldats ukrainiens sur la ligne de front, plus il y a de soldats russes qui périssent. Première clarification de 2025, donc, l'avancée russe sur le front de l'Est n'est pas inexorable. Puisque le front tient, alors la stratégie russe aura été d'accentuer les attaques contre les civils. Il y a 2 façons de s'en prendre aux civils. En les attaquant directement par des bombardements aériens, comme la Russie l'a fait à Grozny, en Tchétchénie, dans les années 90, ou à Alep, en Syrie, en 2015, et à Mariupol, au tout début de la guerre de 2022. Dans chaque cas, les pertes civiles ont été considérables. Mais à l'exception de Mariupol, les avions russes ont cessé très rapidement en 2022 de survoler l'espace aérien ukrainien, de peur de se faire descendre. La Russie a eu recours à l'artillerie pour pillonner les villes proches du front, transformant ainsi en champs de ruines toutes les villes du Donbass qu'elle a capturées ou assiégées. Bakhmut, Avdiivka, Pakrovsk, parmi tant d'autres. La deuxième façon de s'en prendre aux civils est de viser les infrastructures civiles, comme François l'a mentionné. Pour Kiev et les grandes villes à travers l'Ukraine, elles visent, on le sait, à anéantir le réseau hydroélectrique. Plus récemment, dans un hiver glacial. L'idée est de briser la résistance citoyenne, la forcer à mettre pression sur ses élites afin qu'ils mettent fin à la guerre à tout prix, qu'ils acceptent les conditions russes. Mais c'est une illusion. Les historiens vous diront que ça ne fonctionne jamais. Une armée peut décider de ne plus se battre. On l'a vu en Afghanistan en 2021. Mais s'attaquer aux civils tente à produire l'effet contraire.
Je ne sais pas personnellement comment les Ukrainiens font pour endurer à répétition de longues pannes de courant à moins 20 degrés dehors. Mais je sais que dans l'agrégat, sur la base de sondages crédibles, à la question « Combien de temps pouvez-vous tenir ?» 3 Ukrainiens sur 4 répondent aussi longtemps que possible, en date d'il y a quelques semaines, malgré les attaques presque quotidiennes de drones et de missiles sur leur ville. La proportion était à peine plus élevée il y a 4 ans. Réponse à la même question. Probablement parce que l'alternative est pire. Ils savent ce qui se passe dans les territoires occupés ou ce qui s'est passé, comme à Boutcha. Deuxième clarification au constat, la détermination ukrainienne ne craque pas. Et ce, malgré les lourdes pertes militaires visibles dans chaque agglomération d'Ukraine avec le flot continu de funérailles et de blessés graves revenant du front. Zelensky a récemment donné le chiffre de 55 000 morts. Il apparaît maintenant, François vient de le mentionner, il apparaît maintenant probable que le chiffre est au moins 3 fois plus élevé. Une ONG ukrainienne a identifié, notice biographique à l'appui, près de 100 000 soldats ayant péri depuis 2022, sont comptés, et près d'un autre 100 000 portés disparus, dont une forte proportion sont probablement décédés. La comparaison avec la première guerre du Donbass, celle de 2014 à 21 février 2021, est saisissante. Le nombre de soldats ukrainiens alors tués se chiffrait autour de 4 000. C'est donc entre 35 et 40 fois plus depuis 4 ans. Et le nombre de morts du côté russe est beaucoup plus élevé, bien que pas nécessairement au prorata de la population russe, ukrainienne. Sur le plan de la géopolitique, l'année 2025 aura provoqué 3 changements majeurs. Le premier a été l'arrêt complet de l'aide militaire et économique des États-Unis vers l'Ukraine. Bien que l'Europe, en partenariat avec le Canada et d'autres pays non européens, peut acheter des armes américaines et les envoyer en Ukraine. Le deuxième changement, une thématique qui sera au centre des discussions du panel en après-midi, est que la prise de conscience choque des pays de l'OTAN, le Canada inclus, qu'ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis pour les défendre. C'est ça, c'est le deuxième changement. Le résultat est une hausse massive des budgets de défense, un virage qui aura nécessairement un impact majeur sur la guerre en Ukraine, mais pas à court terme. Le troisième changement est une rupture américaine avec les valeurs qui sous-tendent l'Alliance occidentale. La plus fondamentale est l'idée que l'individu ou le citoyen a des droits face au souverain, face à l'État, qu'il ne peut être arrêté arbitrairement et qu'il a le droit à la vie. C'est le Bill of Rights anglais, on remonte au 17e siècle, devenu, au fil du temps, les droits humains. Ce qu'on appelle le droit international repose sur cette idée cardinale, ainsi que sur le principe depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un État ne peut unilatéralement changer les frontières d'un autre État. L'invasion de l'Ukraine de 2022 bafoue ces 2 principes en cherchant à détruire un État qui est aussi une démocratie. Troisième clarification de 2025, l'administration de Trump 2.0 est indifférente à ces 2 principes de base. Dans son discours à la conférence de Munich, la semaine dernière, le secrétaire d'État Rubio ne les a même pas mentionnés une seule fois. L'héritage historique, c'est la chrétienté, mais pas les droits de l'homme. Sur le plan des négociations, la 4e clarification est qu'en fait, il n'y a pas eu de véritable négociation. Les Russes et les Américains se parlent. Les Ukrainiens et les Américains se parlent. Mais les Russes et les Ukrainiens ne se parlent pas. Par cela, j'entends
que les délégations russes aux rencontres bilatérales avec la partie ukrainienne n'ont jamais le mandat de discuter de questions politiques. Lorsque la délégation est menée par le propagandiste Vladimir Medinsky, alors le mandat est d'imposer des conditions et de donner des leçons de pseudo-histoire, de type, et je n'invente rien, de type, les Ukrainiens, en réalité, vous êtes des Russes. Lorsque des militaires sont envoyés, c'est pour échanger sur les modalités d'un retrait unilatéral de l'armée ukrainienne du Donbass. Poutine ne veut pas négocier, surtout pas avec les Ukrainiens et encore moins avec les Européens. Il faut comprendre ici que les fameuses, et je mets je cite là, racines profondes du conflit que nous martèle la Russie depuis décembre 2021 et le refus par la coalition occidentale de redonner à la Russie son statut de puissance égale aux États-Unis. C'est pourquoi tout sommet entre Zelensky et Moscou apparaît très hautement improbable. La Russie ne veut négocier qu'avec les États-Unis, par-dessus la tête de tout le monde, et très certainement des Ukrainiens, et prétend même avoir obtenu un tel accord cet été dans ce qu'elle appelle, et je cite encore, l'esprit d'Alaska. Un retrait du Donbass ne pourrait-il pas mener à une cessation des combats? Grande question. Il y a l'argument militaire. L'Ukraine perdrait ses fortifications, son front serait dégarni, exposant Kharkiv et le centre du pays. Première prise. Il y a l'argument historique. Poutine a pris la Crimée sans conséquences véritables et en 2022, il s'en est pris au pays en entier. Deuxième prise. Mais il y a aussi, et peut-être surtout, le principe. Si l'Ukraine acceptait de se retirer, le principe qu'un État ne peut changer unilatéralement les frontières d'un autre État serait légalement et politiquement bafoué, plutôt que par la force des armes. De surcroît, l'Ukraine, à la suite d'une décision donc politique, se verrait condamner des centaines de milliers de ses citoyens à l'arbitraire du pouvoir russe. Ce n'est pas seulement une question de territoire, du 25% restant du Donbass, ou plutôt de la province de Donetsk, mais d'un double principe qui anime en fait toute la résistance ukrainienne. Et je pourrais ajouter toute l'implication européenne et occidentale envers l'Ukraine, puisqu'une violation aurait des conséquences très dangereuses pour la sécurité mondiale. Trump, après tout, cherche à faire exactement la même chose, ou quelque chose de similaire, avec le Groenland. Comment peut-on parler sérieusement de garantie de sécurité américaine envers l'Ukraine quand les États-Unis ne respectent même pas leur garantie de sécurité envers le Danemark? Les perspectives de paix sont-elles pour autant complètement bloquées? Il est difficile d'entrevoir à court terme une percée diplomatique. La grande crainte de 2025 était que les États-Unis abandonnent l'Ukraine. Dans un sens, cela s'est déjà produit, avec l'aide militaire réduite à néant et le choix de prioriser les systèmes et munitions de défense antiaérienne sur le front moyen-oriental. Mais Trump, bien que toujours fasciné par Poutine, ne voit pas moins la Russie comme un adversaire sur le plan énergétique. D'où les sanctions contre les grands exportateurs de pétrole russes et aussi le rôle du renseignement de la CIA pour aider les Ukrainiens à mieux cibler les raffineries de pétrole et les usines militaires profondément en territoire russe. Trump met régulièrement Zelensky sous pression d'accepter l'inacceptable, mais il faut reconnaître qu'il a augmenté la pression envers la Russie là où ça fait le plus mal, soit l'exportation du pétrole servant à financer l'effort de guerre. La Russie ne veut pas négocier, mais elle a depuis 4 ans adapté sa stratégie en fonction des réalités du terrain. Elle s'est retirée du front de Kiev, puis de la province de Kharkiv et de la ville de Kherson en 2022. Elle a retiré ses navires de guerre
du port de Sébastopol en 2023, à chaque fois parce que la situation militaire l'imposait. Cela ne s'est pas encore produit sur le front du Sud-Est, mais les chances que cela se produise en 2026 ne sont pas de l'ordre de zéro. La Russie nous a révélé qu'elle a perdu une grande partie de sa capacité de projeter son pouvoir sur d'autres continents, comme en Syrie, en Iran et au Venezuela. Reste à savoir si cela peut se transposer sur le front ukrainien. Un cessez-le-feu deviendrait possible quand et si la Russie en vient à réaliser que son option militaire est neutralisée. Mais comme Poutine vivait dans une bulle en 2022 où il croyait que les Ukrainiens ne résisteraient pas, tout porte à croire dans le système ultra opaque de la Russie qu'il vit toujours dans une bulle coupée de la réalité. Cependant, les dictatures ont ceci de particulier que tout ce qui apparaît immuable peut se mettre à changer très rapidement. L'impasse actuelle pourrait bien ne pas durer. Merci. Merci, Dominique, quand même, pour cette note, pour terminer sur cette note que je pourrais qualifier de quand même relativement optimiste, avec l'ouverture que l'impasse n'est peut-être pas insurmontable. Nous allons poursuivre la discussion avec Maria Popova pour les prochaines minutes. Tout le monde. Comme Justin disait, je vais faire ma intervention en anglais, mais avec cette petite introduction, je fais un peu de Mark Carney. Vous pouvez poser vos questions en français après. Let me start with the root causes of the war. I'm not going to discuss this at any length. I'm recommending here the book that I wrote with my colleague Oksana Shevel, where we argue that the real root of this war is really an escalatory cycle that happened since the fall of the Soviet Union between Ukraine's growing commitment to independence and Russia's growing commitment to re-imperializing the area. The reason I'm mentioning this here is that what the root causes of the war actually are is really relevant to how this war can or cannot end. So because the causes are not, in fact, NATO expansion and the potential that Ukraine would join NATO, also not interethnic tension in eastern Ukraine and Russia's desire to protect Russian speakers, because these are not the causes. Keeping Ukraine out of NATO and forcing neutrality on it is not a solution. Giving Donbass to Russia is also not a solution. And what I want to talk about more today is what Ukrainians right now think of the possibilities that are in front and there are potential ways of where we are now and what they think about how this war could end. So I want to start with the fact that Ukrainians are really quite united in their view of what Russia wants. And they see that Russia's goals are the destruction of Ukraine and not really taking any particular territory. Here, what you see is that the majority think either that, I mean, this is pretty small, so you don't see the answers probably, but essentially a significant, the majority of the respondents think either that Russia wants to commit genocide in Ukraine or that Russia wants to take all of the territories of Ukraine, destroy Ukrainian statehood, and destroy the Ukrainian nation. There's also, outside of the dotted line, about 10% who think Russia wants to take as much as possible from the territories of Ukraine and install a puppet government. But really, it's a tiny minority
that perceive that what is being discussed right now, which is control over Donbass, maybe over the other regions that Russia has claimed constitutionally that it has annexed, it's a tiny percentage. It's 3% of the Ukrainian population that really believe that these are, in fact, Russia's goals. Now, it is worth noting that Ukrainians are increasingly prepared to compromise. Over the last 4 years, obviously, the war has taken its toll, and there is some willingness to think about territorial concessions. But it's really important to keep in mind here that Ukrainians are not ready to make just any territorial concessions and under any circumstances. What they feel is that it would be okay to freeze the contact line and sort of de facto. Let me show you the next one. Not any territorial compromise is acceptable. The only compromise that is somewhat acceptable and still not to a majority of the population, actually, but to something close to a majority, is to freeze the contact line and de facto recognize, but not formally, the Russian occupation of the territories that Russia currently controls. Essentially, there is no appetite for either de jure recognition of Russia's gains, and certainly no acceptance of the transfer of unoccupied Ukrainian territory in Donbass to Russian control. This is quite a stable trend. Essentially see Russia's demands as maximalist, unacceptable, and they expect that if the war is simply frozen as it is, without any security guarantees for Ukraine, there will be another Russian attack. Essentially, 2/3 expect that even in the event of a freeze, Russia will try to attack again. It's only 11% of Ukrainians who believe that Russia will not attack again. Now, as you can see on this graph, there is absolutely no appetite in Ukraine for accepting Russia's demands. There's overwhelming opposition. There is some acceptance for the idea that some compromise along the lines that Ukraine is proposing and Europe is backing, as difficult as it is, would be acceptable to the population. But the plans that the U.S. is pushing for together with Russia are really not acceptable to the Ukrainian population right now. Now, what do Ukrainians see as potentially credible security guarantees that would be really key in order for them to support the concessions? There is essentially some support for the idea that the deployment of Western troops after the front line is frozen to Ukraine to help the Ukrainian army guard against another Russian invasion is the top preferred security guarantee. There also is a proportion of the population that thinks that there must be legal obligations and a real protection in the case of yet another Russian attack, here worded as the second Russian attack, but in reality a third one. That would be a third one.
And also the idea that providing Ukraine with the necessary weapons and having a strong and a trained Ukrainian army would be a major security guarantee. But the problem is that not a lot of people believe that such guarantees are really truly on offer. Dominique mentioned, Ukrainians do believe still in their ability to continue resisting. That's really why they say that they are willing to resist as long as necessary, because they believe that this is actually possible. You can see here in this graph that that the majority opinion in Ukraine, 77% of the population in the pie chart in blue, believes that although Russia is advancing, it is doing this very slowly with heavy losses, and Ukraine is more likely to be able to continue their effective resistance. So essentially, the majority of Ukrainians continue to say that they're ready to endure the war as long as necessary. And what I think is notable here, although it's not statistically very significant, but it is potentially something to pay attention to, is that the infrastructure, the energy infrastructure bombing of the last few weeks has only increased the number of people who say that they will resist as long as necessary, not decreased it. So essentially, Putin continues to pursue what is a very counterproductive strategy of hoping to break Ukrainian society, hoping to force Ukrainian society to demand from its government some sort of compromise and surrender to Russian demands through increasing hardship on the civilian population. In fact, the opposite seems to be happening. So what does that imply? What are the broader implications of this position for the future and for the possibility of peace? Now, as Dominique mentioned, Russia's goals really remain maximalist. And it's really important to keep in mind here that Ukraine is simply not going to accept those terms suddenly after over a decade of resistance. So this is really the key problem in any peace process. First, that Russia is not budging, but second, that Ukrainians are very clear-eyed about what Russia wants and what it is demanding, and quite united still in refusing to accept those demands. So as long as Russia is committed to these maximalist goals of full domination of Ukraine, land for peace is not a realistic solution. It's not simply that it would be a difficult solution that not a majority of Ukrainians accept yet. It's that it's not a solution because it doesn't, in fact, go very far into satisfying what Russia is after here. And all that this can produce is really a pause in the fighting, but not a permanent end. And Ukrainians are quite clear about that, but perhaps not all of their partners are clear about it. I'll also add here that it's not even, we don't even have a very clear sign from Russia that they're at all ready, even for a temporary pause. In fact, what we've seen is repeated Russian rejections of the idea of a ceasefire along the contact line. Ukraine, of course, accepted that under pressure from Trump back in March of 2025.
but Putin has repeatedly rejected this. And most recently, when the discussion of Ukrainian elections came up again under Russian pressure, Zelensky asked for a 60-day ceasefire in order to run the elections. And the Russian response was, best we can do is a one-day ceasefire. So clearly, we can't even proceed with an assumption that a temporary pause is something that Russia is willing to do at this point. Of course, rewarding Russia's aggression with concessions is also going to make Europe and the West less secure. Dominique already talked about this, so I won't go into a lot of details and repeat what an assault on the very idea of the territorial integrity norm this will be. And I'll end with the point that in order to start hoping for any durable resolution here, change has to happen within Russia. It really needs to abandon its plans for re-imperialization. There has to be a domestic movement to de-imperialize, to abandon these maximalist goals, and this is the only way to long-term normalization of relations. But we really, since there are no signs of this, I think we cannot wish that through simply hoping that a temporary pause will create conditions for this process, because it's likely to simply maintain the status quo within Russia. So I'll end here. Merci beaucoup, Marianne, qui, pour une note peut-être moins optimiste ici, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'attendre à la désimpérialisation russe aujourd'hui, malheureusement. Mais je noterais aussi, surtout, je retiens les données au début de la présentation. Beaucoup de l'erreur stratégique au début du conflit, il y a 4 ans, c'était de sous-estimer le degré de résistance ukrainienne. Et les données que tu montres aujourd'hui montrent leur résilience vraiment à travers aux 4 années de conflit où ils sont la cible de tentatives de plus en plus imposantes des forces armées russes en termes de drones et de missiles qui s'abattent sur le territoire quotidiennement. Donc, merci pour ça et qui nous montre qu'il faut garder cette donnée en tête pour bien comprendre l'évolution du conflit. Je vais maintenant donner la parole à Emmanuel Rousseau, professeur de sciences politiques à l'UQAM ici, pour poursuivre aussi sur le même thème. Merci. Merci Justin. Je vais continuer sur cette lancée de réfléchir aux possibilités de paix dans le conflit, mais en prenant un petit pas de côté peut-être par rapport à ce qui a été présenté pour l'instant. On a vu, et les 2 premières interventions ont bien montré qu'une des caractéristiques de cette année dans le conflit, c'est une intensification des interactions diplomatiques ou à visée de résolution de conflit. Je ne dis pas que ça a avancé en quoi que ce soit, mais c'est une des caractéristiques de cette année, notamment liée à l'arrivée de Donald Trump, qui, on le rappelle quand même, disait qu'il pourrait résoudre la guerre en une journée. Donc ça fait 1 an, où en est-on réellement de tout ça? Pourquoi j'ai choisi de partir de cet angle-là? Parce que je voudrais regarder comment, en pratique, comment se passent ces négociations-là et qu'est-ce qu'elles nous disent aussi d'un point de vue du forum de négociation, de qui sont les acteurs, de comment ça s'y passe, qu'est-ce que ça nous dit aussi des potentiels effets et quelles sont les perspectives de paix dans ce contexte, c'est-à-dire une approche plus via directement la diplomatie. Personnellement, je travaille sur les pratiques diplomatiques russes, ce qui est peut-être un oxymore en soi aujourd'hui, mais qu'on va essayer de regarder. Je pense qu'il faut quand même d'abord remettre un petit peu de contexte que les efforts diplomatiques ne datent pas de l'arrivée de Donald Trump. C'est-à-dire que malgré ses efforts d'essayer de se présenter comme le président de la paix, il y avait déjà des interactions avisées
d'accords à minima sectoriels entre la Russie et l'Ukraine. On se rappelle même qu'il y avait y compris eu au tout début du conflit en mars 2022 un pourparler au niveau ministériel du ministère des Affaires étrangères et russe et, pardon, pas ministère des Affaires étrangères, mais au niveau ministériel en Biélorussie, entre les deux acteurs. Bon, c'était des accords, des négociations qui n'ont pas amené à quoi que ce soit. On a eu ensuite l'initiative céréalière de la mer Noire sous l'égide de la Turquie, qui a effectivement permis pendant 1 an quand même l'exportation de grains et de blé ukrainien, notamment et surtout vers le sud global, qui a arrêté de fonctionner quand, en juillet 2023, la Russie a décidé de sortir de cet accord. On a eu et on continue d'avoir quand même des échanges de prisonniers. Alors, c'est le niveau 0 de l'accord diplomatique ou de l'accord, mais il y a quand même une forme de possibilité sectorielle qui se passe. Et on a vu très récemment une mise en place de petits cessez-le-feu spécifiques, notamment sur les attaques sur les infrastructures critiques énergétiques qui ont été de court terme et qui ne sont pas en soi des accords de paix, mais qui montrent qu'il ne faut pas non plus penser qu'il ne s'est rien passé ou qu'il n'y a rien eu du tout. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, qu'est-ce qui a amené à la non-poursuite ou au blocage dans certains cas, c'était quand même toujours la position russe. Donc, qu'on revient toujours sur le même enjeu. Si on regarde cette année d'efforts diplomatiques, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a eu une intensification très forte des tentatives de négociation de paix sous l'égide, et je dirais plutôt sous la pression des États-Unis. Je ne vais pas forcément rentrer dans le contenu des propositions des accords. Je pense que ça a déjà bien montré et comment se positionner, notamment les Ukrainiens par Maria, et ce sera peut-être l'objet du panel aussi cet après-midi. Mais je pense qu'on peut aussi regarder plutôt le format, les acteurs et les interactions. Qu'est-ce que nous dit? Comment est-ce qu'on peut essayer d'appliquer ce qu'on connaît de toute cette grande littérature sur les négociations, les pourparlers de paix? Et qu'est-ce que ça nous dit si on essaie de comprendre ce qui se passe actuellement dans la résolution, la tentative de résolution du conflit? Sur le format, on a vu 2 types en fait de tentatives de pourparlers. Ce qui a eu toute une première partie de l'année qui a été surtout ce qu'on a appelé la diplomatie de la navette, la shuttle diplomacy, où c'était, comme disait Dominique, c'était États-Unis, Ukraine, puis États-Unis, Russie, et ça se passait soit aux États-Unis, puis on allait à Moscou, etc., mais sans interaction directe russe-ukrainien. Et ensuite, on a eu des pourparlers quand même, notamment à Genève en début d'année, là, il y a quelques jours, avec Ukrainiens, Russes, sous l'égide, toujours des États-Unis. Ces 2 formats ont donc un point commun quand même, qui est que les États-Unis sont censés être le médiateur. Et là, il y a déjà un problème fondamental si on regarde la littérature sur les pourparlers de paix, parce qu'on peut émettre des doutes quand même assez importants sur leur rôle d'intermédiaire. Déjà parce qu'on a des signes très forts d'une influence russe sur cet intermédiaire, que ce soit, on se souvient bien sûr du projet qui avait circulé à la fin de l'année dernière, d'un projet d'accord de paix qui clairement avait des tonalités très russes, que ce soit dans le contenu ou même dans la manière de l'écrire. Donc, vraiment un projet qui semblait émaner des Russes, mais aussi même des pratiques de médiateurs qui utilisent les traducteurs russes dans les négociations, des choses qui émettent donc des grands doutes sur leur capacité à rester neutre, aussi parce qu'il y a clairement un différentiel d'expertise entre les représentants russes, ukrainiens d'un côté, et les représentants américains qui ne sont pas des professionnels du tout des affaires étrangères ni de la négociation. Donc, les États-Unis comme médiateurs sont problématiques, surtout si on compare avec les cas habituels où ça va être des États qui se revendiquent neutres ou qui vont essayer de ne pas prendre parti. Or, les États-Unis sont, d'un côté, ont pris parti au début très clairement en faveur des Ukrainiens, ont amené un soutien très fort, puis aujourd'hui ne se comportent pas non plus de manière neutre en mettant une pression très forte et en faisant, même en imposant des projets de paix, ce qui n'est pas du tout les pratiques d'un médiateur. Et de plus, Donald Trump est vraiment sur une stratégie qui est personnaliste, qui repose plutôt sur des coups d'éclat, des coups de pression, des mises en scène d'une domination américaine qui, à nouveau, ne permet pas de mettre en lumière un format pour amener à de la négociation. On se souvient bien sûr, malheureusement, de comment on avait commencé l'année dernière avec cette humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche.
Ce qui, en soi, si on parle un peu technique, pourrait être ce qu'on pourrait appeler un événement nodal dans ces négociations, c'est-à-dire que c'est un élément, une interaction qui est devenue structurante pour tout ce qui s'est passé après. Il est chargé d'une forte intensité symbolique, c'est vraiment, ça a été très relayé, mémorisé, interprété par tout le monde, y compris par les acteurs russes, bien évidemment, et ça renforce, enfin, c'est complètement antinomique avec la position d'un acteur qui serait censé être médiateur. Comment les États-Unis font, c'est qu'ils ont tendance maintenant, dans les négociations avec Russes et Ukrainiens, à utiliser un médiateur par proxy, un État neutre par proxy, la Suisse ou l'Arabie saoudite, pour donner l'image de quelque chose de plus ou moins neutre. Au niveau des acteurs, comme je disais, pour l'instant, les interactions, surtout si on regarde celles qui se passent actuellement bilatérales donc notamment à Genève, on a évidemment des interactions qui se passent au niveau de négociateurs, de représentants qui ne sont pas les dirigeants et, comme le disait Dominique, qui n'ont pas nécessairement un mandat permettant la négociation, je pense particulièrement aux Russes. Ce qui veut dire que toutes les théories selon lesquelles ces interactions permettent de construire la confiance et donc potentiellement d'amener à un accord ne s'appliquent pas dans ce contexte-ci, vu que ces interlocuteurs-là n'ont pas de mandat, n'ont de capacité à prendre aucune de ces décisions-là, particulièrement les Russes. Particulièrement, si on regarde qui sont les interlocuteurs russes, je pense particulièrement à nouveau aux représentants actuels dans les négociations à Genève, Medinsky, qui est, après avoir été ministre de la culture russe, est devenu conseiller de Vladimir Poutine et est plus propagandiste encore que ne l'est Vladimir Poutine, avec des positions de réécriture historique qui mettrait ou qui ferait passer Vladimir Poutine pour un historiographe assez rigoureux et donc qui a tendance à complètement remettre en cause la possibilité même de l'Ukraine d'être un acteur indépendant, autonome, donc un acteur avec lequel on peut interagir. Et sur ce point-là, en fait, les interactions et les actions aussi de Donald Trump renforcent ça en remettant en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky, en remettant en cause finalement la capacité de l'Ukraine d'être un interlocuteur viable dans les négociations. Donc, ce qui était une des causes, des motifs présents dans les discours russes depuis bien avant l'invasion, que l'Ukraine n'était qu'un acteur à la botte de l'OTAN qui n'avait pas d'action en lui-même. Si on regarde vraiment au niveau des interactions, j'ai vu plusieurs tentatives récemment de médias pour dresser le style russe des négociations, en faisant remonter ça jusqu'à des documents de la CIA de l'époque de la guerre froide. Je pense qu'on se garderait bien d'essayer d'identifier un habitus russe spécifique, mais par contre, il y a quand même, si on regarde ce qui se passe dans leur style de négociation actuellement, il y a cette mise de côté de l'Ukraine. Autant que possible, on négocie avec les États-Unis. On remet en cause, finalement, comme je disais, que l'Ukraine est un acteur viable de négociation. Et en fait, dès qu'on se rapproche un tant soit peu d'avancée, il y a un sabotage clair et évident par la Russie de toute tentative. On se rappelle de la pseudo-attaque par l'Ukraine de la résidence secondaire de Vladimir Poutine, qu'on sait maintenant était totalement une fake news faite par les Russes, mais qui a permis de suspendre en partie des négociations quand ça avançait trop et de retourner Donald Trump qui commençait à se réaligner un petit peu avec l'Ukraine. Donc, tout de suite, toujours ce détournement, de même avec l'insistance pour la tenue d'élections en Ukraine pour avancer à toute négociation. Donc, des pratiques qui ne permettent pas de faire quelque avancée. Et donc, en fait, quand on regarde la littérature sur les interactions diplomatiques, ce qui compte fortement, c'est les liens sociaux, la tension, la domination qui peut être construite et quelle énergie émotionnelle se passe dans les négociations. Si on regarde les images des négociations les plus récentes, on n'a pas vu ce qui s'est passé dedans, mais la mise en scène, déjà, on a une mise en scène qui montre bien qu'il n'y a absolument aucun lien social qui n'est en cours ou qui ne peut avoir lieu en ce moment. Et des interactions qui sont très clairement basées sur des tentatives de domination avec, d'un côté, la Russie et les États-Unis, puis de l'autre, l'Ukraine. Or, on sait que, d'après cette littérature, la construction de la paix nécessite une construction de confiance et donc des moments d'interaction qui ne sont pas forcément amicaux, mais au moins d'engagement mutuel, ce qui n'est évidemment pas possible dans le contexte actuel. Donc, si on essaye d'en tirer des grandes lignes,
les acteurs actuellement et les modalités d'interaction qu'on voit ne sont pas des modalités qui rendent propice le développement de la paix. C'est pas parce qu'on a, d'un point de vue formel, des négociations ou des pourparlers de paix que c'est des choses qui peuvent en réalité amener à quoi que ce soit. C'est renforcé par les humiliations publiques des États-Unis envers l'Ukraine, par une temporalité où la pression est mise sur l'Ukraine pour négocier, notamment par les États-Unis. Or, on sait que ceux qui font traîner les choses en réalité sont les Russes parce qu'ils estiment avoir le temps. Donc, on voit une Russie qui ne montre pas de signes réels de bonne foi ou d'interaction. Ce qui veut dire qu'en fait, pour moi, on n'est pas dans une négociation de paix réelle. On a une affirmation artificielle de négociation de paix, mais si on regarde normalement ce que sont les composants d'une négociation de paix, on ne les a pas. On a l'image d'une négociation de paix, globalement, plutôt au service d'une performativité américaine, à mon avis. Si je veux conclure, c'est clair qu'il y a quand même toujours une nécessité, je pense qu'on sera tous d'accord, de penser qu'à un moment ou l'autre, des pourparlers de paix, indéniablement, sont nécessaires, dans la mesure où, si on veut un vrai arrêt à long terme des hostilités, il faudra plus ou moins un accord. Mais actuellement, le format, l'espace de négociation, les interactions ne peuvent pas être considérés comme des pourparlers. On est plutôt dans une situation où un des belligérants, aidé par l'État qui est censé être le médiateur, essaye d'extorquer une paix à l'autre belligérant. Et ça se voit donc dans le déroulement de ces négociations, mais évidemment, ça se voit dans les autres dynamiques également. Ce qui interroge donc sur la possibilité même d'un accord, et si l'accord était trouvé, les conditions qui auront amené à cet accord montrent qu'on sera de toute évidence, pour faire écho aux commentaires introductifs, plutôt probablement sur une mauvaise paix, au vu des contextes d'adoption. Pour conclure, je pense que c'est aussi important à tenir en compte quand on regarde le débat plus large qui commence à agiter notamment l'Europe sur la nécessité ou pas de réengager avec la Russie. L'idée qu'actuellement, les Russes interagissent avec les Américains interagissent avec les Russes, mais les Européens le font pas et donc d'une certaine manière se privent de quelque chose. Je pense qu'on voit actuellement que, en fait, réengager pour réengager n'apporte pas grand-chose en soi si aucune des conditions amenant à un réengagement efficace n'est là. Et d'ailleurs, en fait, les interactions n'ont jamais cessé d'exister. C'est juste que ce n'est pas de l'interaction à haut niveau. Si on regarde, par exemple, dans les organisations internationales, ces interactions sont quotidiennes. Donc, est-ce qu'il faudra à un moment fréquenter les infréquentables, ce qui est toujours au cœur de la diplomatie? Oui, peut-être. Mais je pense que dans le contexte actuel, l'interaction pour l'interaction, la tentative de paix pour la tentative de paix n'est pas nécessaire. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette analyse des efforts diplomatiques et des pratiques diplomatiques très intéressantes où tu montres très bien le blocage russe systématique, mais en même temps cumulé aux accusations américaines que les Ukrainiens bloquent, ce qui montre tout le paradoxe de cet effort de paix en cours. On va terminer ce panel avec Vincent Touret, qui va continuer les discussions sur les perspectives de paix en Ukraine. Vincent est doctorant à l'UQAM en sciences politiques. À toi la parole. Merci beaucoup. Merci de cette invitation qui, paradoxalement, j'espère qu'elle ne se répétera pas l'année prochaine. Je vais essayer de faire le test un peu négatif. On parle beaucoup de perspectives de paix. Je vais essayer de parler des perspectives de guerre, finalement. Quand est-ce qu'une guerre s'arrête? Quand est-ce qu'un État s'écroule? Quand est-ce que des forces armées s'avouent vaincues? Et mon argument, c'est qu'on va un peu vite en besogne. C'est-à-dire, on regarde des capacités qui sont détruites tous les jours, on voit des hommes qui meurent. Qu'est-ce que représente un char détruit pour une nation qui peut en produire 200 par mois, si je pense à la Russie? Que représentent 30 000 à 35 000 pertes russes, donc blessés et tués sur le champ de bataille par rapport à ses capacités de recrutement? Qu'est-ce que cela signifie, in fine, au-delà du champ de bataille pour la prise de décision politique? Tout ça, c'est des questions qui sont essentielles à la science politique et aux relations internationales. Et pendant peut-être toute l'histoire de l'humanité, on se pose cette question: pourquoi continuons-nous à tuer? Le modèle le plus simple, le plus évident qu'on a à notre disposition, c'est le modèle utilitariste de James Farron, qui a été développé dans les années 90, qui représente la guerre, si vous voulez, comme une sorte de transaction politique qui aurait mal tourné. C'est-à-dire que il y a déjà des intérêts, des enjeux, des biens qu'il appelle indivisibles. C'est effectivement difficile de négocier un territoire ou une population ou
on va dire, les sources de sa prospérité et sécurité, hein, les moyens qui assurent, qui vous donnent le moyen d'agir sur votre destinée. Si on essaye de vous priver de votre indépendance, de vos libertés, ou si on vous menace de chantage, notamment au gaz, hein, si on pense à l'Ukraine. Donc c'est d'abord une dispute sur des biens indivisibles qui pousse à la tension. Ensuite, c'est un problème d'information privée, c'est-à-dire que, bon, le dilemme est là, le territoire est disputé, mais est-ce que le défenseur est capable de le défendre? Est-ce que l'attaquant est capable de le prendre? Donc chacun se jauge sur un peu sa puissance respective. Puis enfin, c'est la question de l'engagement. C'est-à-dire que, bon, si on arrive à un accord, et je pense qu'on vient justement d'en parler auparavant, c'est quel crédit, quelle garantie j'ai que bah, finalement ce problème ne se répète pas. Quelle garantie j'ai de sécurité, hein, pour employer les termes actuels, face à la Russie, si demain le combat cesse, que j'engage ma démobilisation, que j'essaye d'emprunter le long chemin difficile de la reconstruction, qui empêchera la Russie, elle, de continuer en fait d'intensifier ses efforts militaires et de me menacer dans un an, une fois que, on va dire, la pression sera retombée et qu'il me sera beaucoup plus difficile du coup de me redéfendre. Donc James Farron explique donc qu'il y a ce problème et il dessine une très jolie boîte noire, c'est-à-dire que vous avez la guerre, c'est la boîte noire. Vous avez avant la guerre les causes de cette guerre, donc la dispute, la puissance qui est la monnaie d'échange. Tout ça est rentré dans la boîte noire et à la fin vous avez résultat guerre pas guerre. L'idée très simple, c'est que finalement la puissance est un peu comme une ressource ou un potentiel. Le modèle de Ferron, l'idée c'est les deux combattants vont rentrer dans la boîte noire. À un moment, les courbes de puissance vont se croiser, elles vont s'équilibrer, donc statu quo, blocage, donc possibilité de négociation, ou dans les cas extrêmes, bah, il y a une puissance qui l'emporte sur l'autre et qui met tapis son adversaire. Et moi, j'ai plusieurs problèmes avec cette vision. Non pas parce que le modèle est faux, la mécanique est plutôt intéressante, intelligente, mais c'est, si vous voulez, un modèle d'échange, de coûts échangés, qui comprend, qui instancie peu finalement ce qu'est la puissance justement qui est en jeu. Comment, donc c'est toute la question que j'avais introduite sur c'est quoi un char, c'est quoi un soldat, qu'est-ce que représente une perte pour l'autre. Quand donc mon développement va se passer, on va dire, en trois couches, en trois sédiments de qu'est-ce que justement cette puissance pour les deux États, comment elle évolue. Le premier palier, c'est la puissance comme ressource, comme attribut, comme potentiel de force. C'est la vision réaliste, c'est les grands agrégats, vous savez, c'est les commanding heights, comme on disait au siècle passé, donc la démographie, l'économie, la puissance industrielle, les forces armées déployées. Ensuite, vous avez la puissance qu'on va appeler disponible ou effective. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend ce grand potentiel de puissance, vous prenez la masse russe, 140 millions d'habitants, vous prenez l'Ukraine, 37 millions d'habitants avant-guerre, au tamis de la bureaucratie, de la corruption, des particularités institutionnelles de chaque pays, des accords entre constituants, de la complexité du théâtre, de sa géométrie, de son climat, etc. À travers ce tamis, concrètement, de la montagne de 140 millions d'habitants, combien, par exemple, de soldats sont effectivement disponibles, déployés et engagés pour la Russie en Ukraine? Et vous voyez bien qu'en fait, c'est pas si simple, hein. Vous ne pouvez pas demain déclarer la guerre et engager toutes vos populations. Ça demande de la logistique, ça demande un encadrement, de l'entraînement, etc. Donc la puissance disponible, effective après celle potentielle. Et puis enfin, ce que j'appelle la puissance comme paradigme d'action. Et c'est mon principal problème avec le modèle de Ferron. C'est que le modèle de Ferron, c'est un modèle qui est linéaire. C'est une mécanique de destruction mutuelle. Les tendances se croisent ou pas, etc. Le problème, c'est que la guerre, dans la boîte noire, cette boîte noire, en fait, elle a des effets de transformation. Que quand vous regardez bien les deux États, les deux forces armées russes et ukrainiennes avant 2022, elles sont aujourd'hui très, très différentes, autant du point de vue de la position politique qu'au niveau des forces armées. Ces deux États et leurs forces sont très différents de la façon dont ils sont rentrés dans ce conflit. Et quand vous regardez l'armée russe, en fait, vous êtes face à une armée qui a déjà été détruite plusieurs fois. L'armée russe qui est rentrée, qui a essayé de prendre Kiev en 2022, n'est plus du tout celle qui est là encore aujourd'hui. En 2022, dans la phase d'ouverture du conflit, l'armée russe perd environ 3000 chars, quasiment la totalité des flottes européennes, l'ensemble de sa flotte active. Elle perd plus de 160 000 hommes. En fait, vous avez une armée russe qui, fonctionnellement, à ce moment-là, est posée à terre. Et c'est justement pour ça que nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'interrogations par rapport à justement ce modèle classique
D'où, justement, vous savez, les sortes de est-ce que les pourparlers de 2022 à Istanbul auraient pu donner quelque chose d'autre? S'il y a un moment dans le modèle de Féron où la Russie aurait été prête à dire bon, a priori, la voie militaire ne marche pas, mon armée a été détruite, ma puissance comme potentielle, ma puissance effective est mise à bas, c'était peut-être justement ce moment-là. Mais pourtant, ça ne l'a pas été. Pourquoi? Parce que la puissance, la guerre, transforme, altère les mentalités, les sociétés et les moyens. Et que si vous voulez comprendre ce qu'est la puissance engagée, il faut comprendre ce que pourrait être cette puissance sous l'effet justement de ce que les deux États sont prêts à engager, à mobiliser, à changer dans leur méthode d'action, dans leur recrutement, etc. Et ce qu'est la puissance, donc à travers ce qu'elle pourrait être, ne peut se comprendre que ce que pour les deux acteurs, elle devrait être. Et donc, puissance, puissance comme ressource, puissance disponible et puissance comme paradigme. Si la Russie et l'Ukraine continuent de faire la guerre, c'est parce qu'elles pensent qu'elles ont des paradigmes d'action, ce qu'on appelle parfois des théories de la victoire, qui peuvent encore l'emporter. Et que malgré l'attrition, malgré les pertes, malgré l'asymétrie des moyens et des ressources, la victoire est encore possible, ou du moins l'échec des objectifs de son adversaire. Donc maintenant, dans le détail, parce que j'ai un peu de temps, commençons déjà par les grands agrégats. Donc, puissance comme ressource, on en a déjà un peu parlé auparavant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment ce rapport de force ne fut favorable à l'Ukraine. J'ai déjà parlé, 37 millions, 140 millions. Après 4 ans de guerre, aujourd'hui, on est sur des états d'épuisement en Ukraine qui sont catastrophiques. Je ne parle pas d'épuisement moral, je parle justement de l'épuisement de la base matérielle et même énergétique quand on pense à l'électricité de la société. Vous avez déjà la fuite d'une partie de la population. J'ai parlé rapidement des taux d'attrition, mais vous avez un gros problème de recrutement pour l'armée ukrainienne aujourd'hui. Il y a un déficit, un écart entre les besoins exprimés par Zelensky de recrutement et la campagne de recrutement effective d'à peu près 100 000 personnes. Donc vous avez une masse militaire ukrainienne qui stagne, voire rétrécit. Et c'est tout l'intérêt, justement, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ça, je vous parlais encore une fois d'un potentiel. À la fin, qu'est-ce que ça change effectivement? Comment ces gens-là sont utilisés? Pourquoi 100 000 personnes de moins par rapport aux objectifs permettent à l'Ukraine encore de tenir? Pourquoi justement ce potentiel de puissance ne se traduit pas par une baisse relative de la puissance ukrainienne défensive? Donc démographie, industrie, là encore vous avez des problèmes d'approvisionnement, vous avez des pénuries en termes de main-d'œuvre. Ces problèmes-là, si vous voulez, côté russe, on voit la masse russe, c'est là encore, il y a encore une fois des problématiques. Vous voyez par exemple, Poutine, d'année en année, à peu près depuis 2024, dit qu'il y a 700 000 soldats russes en Ukraine. Donc en fait, là, il y a un petit problème, parce que si on se rappelle bien des taux de recrutement russe, c'est à peu près 30 000, 35 000 hommes par mois. Si les forces totales russes en Ukraine stagnent d'année en année, c'est qu'il y a peut-être il y en a certains qui sont perdus un peu par l'effet de l'attrition. Donc vous voyez, il faut faire attention aux chiffres dans les gros agrégats, parce que finalement, vous avez la montagne, et vous n'avez pas comment celle-ci en fait est ciselée dans la bataille. Maintenant, passons justement à la puissance disponible et effective. Et c'est là où il y a déjà des grandes transformations. La première chose qu'il faut en prendre du coup, en compte, c'est la variable institutionnelle. Vous avez on dit les États ukrainiens et russes. Quelle réalité derrière ces termes-là? Vous avez deux sociétés, vous avez deux accords, deux pactes sociaux qui sont très différents. L'État russe et l'État ukrainien, ce sont deux États en fait qui sont jeunes. En général, vous savez, l'Ukraine, on dit État corrompu, dysfonctionnel, etc. J'aimerais rappeler que la Russie n'est pas l'URSS et que la Russie, la Fédération de Russie, est un État jeune, dysfonctionnel et qui fonctionne par des accords entre potentats locaux, entre services, entre branches, entre stakeholders, si vous voulez, pour que l'État tourne. Et quand vous voyez cette nature fragmentée en coalition, finalement, de l'État russe, et l'État ukrainien, c'est un peu la même nature, mais c'est différent encore, vous voyez bien que ce n'est pas les grands États nationaux avec leur capacité de mobilisation verticale du siècle passé.
la capacité de mobilisation de plusieurs millions d'hommes que l'Union soviétique avait à sa disposition. Et ce n'est pas uniquement une puissance coercitive, hein, de je te prends dans la rue et je te fais rentrer dans l'armée, c'est aussi une autorité légale. Tous ces instruments de mobilisation, la Russie actuelle n'en dispose pas. La guerre en Ukraine n'est pas une guerre, hein, c'est une opération spéciale. Il n'y a pas de mobilisation totale, il y a des mobilisations partielles. Vous voyez bien qu'il y a des enchevêtrements institutionnels, il y a des rapports de pouvoir qui font que la Russie ne peut pas en fait exploiter le plein potentiel de sa population active dans l'effort de guerre. Que les gens en Russie, c'était Alexandre Goltz, qui est un politologue russe, qui expliquait, c'est un régime de démobilisation. L'accord entre les élites russes et sa population, c'est je ne touche pas à ton niveau de vie, j'essaie même de te le faire augmenter, mais tu me laisses gérer la politique extérieure, la politique de défense, etc. Donc, il n'y a pas de guerre patriotique en Russie. Hein. Ce n'est pas le retour de la grande guerre patriotique en Russie, même s'ils le déclament, etc. Matériellement, le périmètre de leur action possible est beaucoup plus limité. En Ukraine, c'est un peu différent. En Ukraine, vous n'avez pas cette centralisation, cette verticalité du pouvoir. Un des phénomènes qui est très intéressant en Ukraine, c'est l'automobilisation de la société civile, qui fait que quand vous devez prendre en compte les négociations de paix ou l'effort de guerre ukrainien dans sa capacité à générer des moyens, vous n'avez pas seulement l'État unitaire. Vous avez toute une galaxie en fait d'acteurs privés, individuels, sur des logiques associatives, patriotiques, qui en fait eux-mêmes apportent à l'Ukraine les moyens de se combattre. Et c'est notamment en fait un atout majeur qui explique notamment la résilience de l'Ukraine aujourd'hui. Une grande question, notamment sur les perspectives de paix, c'est est-ce que les négociations conduites au niveau interétatique pourront être acceptées dans l'Ukraine d'après-guerre par la population qui aura tant donné d'elle-même, de ses moyens, de son temps, pour assurer la défense du pays. Donc, les variables institutionnelles, les variables conjoncturelles, les effets de la géographie et du climat, c'est assez évident. Vous ne vous battez pas en ville comme vous vous battez en campagne, vous ne vous battez pas en montagne ou sous la neige comme sous les tropiques. Forcément, vous ne pouvez pas engager le même nombre d'hommes. Ça, son intérêt quand même quand on regarde le Donbass. Le Donbass, c'est une région extrêmement striée, avec des coupures d'eau, qui est vallonnée, qui est urbanement dense. Et donc forcément, ça contraint les forces disponibles, effectives, qui sont employées sur le champ de bataille. Des 700 000 hommes que Poutine annonce, concrètement, il y a combien d'hommes qui sont engagés sur Pokrovsk? Beaucoup, beaucoup moins. Combien et à quel moment cette saturation est atteinte? Vous ne pouvez pas empiler des soldats sur un seul mètre carré. Au bout d'un moment, ça explose, quoi, vous voyez. Donc, variable institutionnelle, variable conjecturelle, et maintenant la variable de l'engagement. Donc ça, c'est Stephen Biddle, un grand auteur qui a essayé d'expliquer pourquoi finalement, quel est le champ de bataille moderne, comment les armées, celles qui fonctionnent du moins, combattent. Il a expliqué depuis 100 ans, depuis la Première Guerre mondiale, le grand paradigme, c'est comment survivre au feu. C'est pour vous déployer, la façon dont vous évoluez, la façon dont vous survivez sur le champ de bataille, c'est comment vous vous cachez, comment vous vous abritez, comment vous vous liez au feu, comment vous vous collez à lui pour maximiser ses effets et avancer. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez que si une armée n'arrive pas à gérer ses appuis, n'arrive pas à gérer cette mécanique très compliquée de synchronisation entre les chars, son infanterie, son aviation, maintenant la guerre électronique, maintenant ses capteurs, entre sa reconnaissance, etc., cette armée est dysfonctionnelle. Et donc, entre la montagne de moyens que vous avez en puissance ressources, la puissance effective peut vraiment fortement décroître. Quand vous rajoutez des effets de surprise, d'impréparation, c'est encore plus terrible. Je devine. C'est ce qui explique Kiev, donc quand les Russes se sont effondrés. C'est ce qui explique encore un peu la logique actuelle. Le problème donc de la variable de l'engagement, c'est que quand Stephen Biddle explique ça, il est un peu agnostique. Quelle réalité encore mettez-vous derrière le terme de manœuvre, de surprise, de mouvement, etc. En fait, vous vous rendez compte que déjà, depuis la guerre froide, il y a deux grands paradigmes qui s'opposent, celui occidental, celui soviétique. La manœuvre dans la vision soviétique n'est pas du tout la même que celle qu'on a en Occident. Depuis les années 80, nous, on considère que le feu est séparé de la manœuvre, justement du mouvement des hommes, des chars, etc. sur le terrain. Les soviétiques, eux, pensent que le feu, maintenant, incarne la manœuvre. Et ça, vous pouvez donc le voir aujourd'hui
comment ces visions, ces paradigmes se traduisent sur le champ de bataille. Et donc là, on arrive donc à ce que j'expliquais, la puissance comme paradigme d'action. Les Russes et les Ukrainiens, face à la puissance, le potentiel de puissance qu'ils ont à leur disposition, et celui à la fin qu'ils arrivent effectivement à dégager de leur société, à extraire de leur potentiel économique et démographique, ne vont pas du tout utiliser leurs ressources de la même manière, parce qu'ils ont des théories de la victoire qui sont différentes. En Ukraine, la logique qui prévaut aujourd'hui est une logique attritionnelle. Et nous, pour nous, justement, on a du mal à comprendre, parce que pour nous, l'attrition, justement, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Ça nous rappelle la Première Guerre mondiale, ça nous rappelle le blocage, ça nous montre la guerre absurde, la guerre immorale, la guerre infructueuse, etc. Si vous regardez bien ce que veut dire l'attrition, c'est comment on préserve ses forces, on préserve ses forces d'un côté, on essaie d'infliger un maximum de dégâts à l'adversaire. Dans la politique ukrainienne, elle veut jouer cette attrition. Elle croit en sa capacité à infliger plus de pertes à l'adversaire que ce qu'elle peut subir. Et donc ça, on le voit notamment dans tout son processus de robotisation, de dronisation, de fortification, de défense passive. Elle pense qu'elle peut, si vous voulez, au marathon, épuiser plus rapidement la Russie qu'elle peut être épuisée. La logique russe, c'est une logique de pression maximale qui s'exprime à la fois au sol et du coup dans les campagnes stratégiques contre les villes ukrainiennes. Et ces deux axes d'effort qui sont distincts et dont ils ont du mal d'ailleurs à intégrer les effets entre eux. Ce serait beaucoup plus efficace si par exemple les drones russes étaient capables de vraiment interdire la profondeur opérationnelle du champ de bataille ukrainien. Et je pense que heureusement je vais conclure là-dessus. Donc vous voyez, d'agrégat de potentiel, d'une vision d'une montagne de ressources des deux côtés, il faut en fait bien affiner le calcul, prendre en compte ce que les gens sont capables finalement d'extraire de cette montagne, et à la fin de voir ce qu'ils en font et en quoi ils pensent que ce qu'ils font, en fait, leur permettra de durer une année supplémentaire ou un mois de plus, etc. Voilà. Donc ma conclusion, c'est que Ukrainiens et Russes pensent qu'ils peuvent encore le faire au moins un an de plus, etc. Merci. Merci. Au moins un an. Donc, on se retrouve dans un an, malheureusement, pour tester la théorie de la victoire de chacun. Merci, Vincent, pour cet éclairage sur le paradigme d'action de la puissance. Avant d'ouvrir le panel aux questions du public, j'aimerais en poser une aux panélistes pour examiner vous poser la question sur un des scénarios qui est en discussion présentement à la table des négociations, aussi biaisée soit-elle, dirigée par les États-Unis. Donc, cette idée que, de part et d'autre, et j'aimerais que vous m'expliquiez, est-ce que du point de vue russe, c'est une bonne idée, du point de vue ukrainien, c'est probable qu'on l'accepte du point de vue américain, c'est possible que ça soit vu comme juste, c'est-à-dire celui où on forcerait l'Ukraine à céder donc le Donetsk, le reste du Donetsk, donc dont Kramatorsk, Sloviansk notamment, en échange d'un référendum national pour voir si les Ukrainiens acceptent la cession du territoire contre un cessez-le-feu monitoré par des drones américains ou ses capacités de surveillance aérienne avec une présence potentiellement au sol en Ukraine ou dans les pourtours, parce qu'il y a la stratégie allemande qui est d'être près de l'Ukraine, mais pas en Ukraine, pour assurer cette protection-là. Dans quelle mesure, donc, ce qui est en discussion présentement, ce scénario, où on peut facilement le caricaturer comme l'échange de territoire contre des garanties de sécurité externe, est plausible? Ou est-ce que ce n'est qu'une façade à laquelle on assiste présentement qui est en discussion? En tour, donc, pour retourner, Dominique, au début, avec le micro. On peut commencer avec Maria. Ouais. Avec le micro, s'il vous plaît. I don't think it's very plausible to get this, and not necessarily because of Ukrainian opposition to it, but because Russia doesn't seem ready for that scenario. Because I think the difficulty for Russia is that they really do not want to give an opportunity to Ukraine to take a breather. In fact, they're not looking for a breather right now. And so
I think they want to use these negotiations, what looks like a negotiation, but for them is not a negotiation to try to achieve some sort of workable compromise. It's a way to force diplomatically what they cannot achieve militarily. So I think this will be right now. Ukraine is sort of playing along with this, but essentially calling the bluff because eventually, if it comes to that solution, Russia will reject it. Dominique? Ça me semble pas aussi plausible. Ça me semblait pas plausible au mois d'août en temps réel là, quand c'est sorti. Là, en fait, c'est sorti entre le sommet en Alaska puis la visite des 7 dirigeants européens puis Zelensky le lundi suivant. Puis parce que durant la fin de semaine, Trump tweetait justement ça. Mais dans sa vision confuse, parce que Witkoff, le négociateur en chef, était lui-même totalement confus sur le deal ou l'esprit d'Alaska, c'est-à-dire que dans son idée, c'était un échange de territoire. Alors, OK, l'Ukraine se retire de l'Est et la Russie se retire du Sud, ce qui est évidemment jamais ce que Poutine a dit et ne dira pas. Donc, ce qu'on demande, c'est essentiellement un retrait unilatéral tel que négocié par-dessus la tête des Ukrainiens. Et en retour de quoi? Confusion. Il n'y a aucune indication, puis là, j'abonde dans le sens de Maria, que la Russie accepterait, sur cette base-là, de mettre, finalement, de commencer un cessez-le-feu durable. Non, la position russe, c'est vous le faites, et ensuite, on négocie. Et ensuite, on négocie, puis la liste, elle est très longue. Puis Medinsky, semble de toute évidence le rappeler aux Ukrainiens qu'ils n'ont pas tellement besoin de rappel que la liste est beaucoup plus longue que ça. Mais je voudrais simplement rapidement répéter peut-être ou articuler de nouveau le point que j'essayais de faire dans ma présentation. Un retrait unilatéral des troupes ukrainiennes aurait des conséquences catastrophiques pour l'Ukraine. On peut discuter sur le plan militaire, ça exposerait Kharkiv, etc., mais ça démoraliserait de façon sérieuse l'armée. Ça créerait probablement, tu parlais, c'est Vincent, n'est-ce pas, de l'automobilisation, du potentiel d'automobilisation ukrainien. Il y aurait une rébellion dans certaines unités du front ukrainien. Donc, ça ébranlerait de façon très sérieuse pour la première fois depuis le début de la guerre la cohésion ukrainienne. Mais aussi, c'est le principe. C'est une chose de dire, après 4 ans de guerre, ça fait un petit bout que l'Ukraine a compris qu'elle ne pourra pas, certainement à court ou moyen terme, on verra dans le long terme, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans 5-10 ans, reprendre la Crimée ou reprendre le Sud ou reprendre ce qu'elle a perdu en 2014, etc., alors que ça semblait peut-être plausible il y a 3 ans de ça. Donc, c'est déjà un compromis au sens, on n'a pas les capacités, mais ça crève le cœur. C'est très douloureux d'abandonner les populations ukrainiennes. Bon, il y en a qui sont abandonnées depuis 10 ans, mais il y en a qui sont abandonnées depuis 4 ans là, à l'arbitraire, à la terreur russe. Mais c'est une chose de dire on n'a pas la capacité. Donc, on ne va pas reconnaître de juré là, que la Crimée, c'est la Russie, etc. Mais si l'Ukraine se met à signer un accord comme ça en disant on accepte de se retirer unilatéralement du Donbass pour mettre fin à la guerre, ben là, on accepte donc le principe que dans un contexte de guerre d'agression, c'est correct pour l'agresseur, finalement, de prendre des territoires parce qu'il en a la capacité militaire. Et ça, c'est un principe qui est absolument cardinal. Il n'en reste plus beaucoup, là. Tous les principes sont sous pression, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle le droit international, mais essentiellement, c'est donner une caution à un État agresseur, dans ce cas-ci, c'est la Russie, de prendre par la force. Et ça, ça met tout à l'envers le système qui existe depuis 80 ans. Et
de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que tu fais ça, tu n'arrêtes pas l'agresseur. L'agresseur va poursuivre parce qu'il va encore en demander plus. D'où l'implausibilité que les Ukrainiens, que ce soit par référendum ou quoi, acceptent cette version-là. Merci. Emmanuel? Ouais, je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose. Je pense que Dominique a fait un très beau panorama quand même déjà. Si on regarde du côté de la Russie, je pense que j'irais dans le même sens que Maria. Il n'y a pas, à mon avis, actuellement, il n'y a pas d'envie ou de nécessité d'arrêter, y compris si on regarde d'un point de vue plus de politique domestique. On a une société qui s'est très profondément, malgré tout, militarisée, même si ce n'est pas la Grande Guerre patriotique. En réalité, en Russie, on essaie de créer cet effet que c'est la Grande Guerre patriotique. Et donc, toute une société qui vit grâce et aussi à cette guerre avec beaucoup de ce qui était avant des financements sociaux qui, en fait, actuellement ruissellent via les paiements des soldats dans les familles, etc. Donc, il y a aussi un arrêt potentiel des conflits amène aussi à une déstabilisation du système en Russie. Et je pense qu'actuellement, il y a aussi peut-être ce qui peut être quasiment une fuite en avant de la Russie qui continue pour continuer également. Merci. Je vais rebondir exactement là-dessus. C'est que, en fait, il est difficile. En fait, c'est difficile à imaginer pour nous. Moi, j'aimerais bien qu'on traduise les textes militaires russes comme on traduisait, je sais pas moi, Mein Kampf en fait dans les années 30, parce que les Russes sont dans un processus d'auto-radicalisation très très fort. Et on parle pas, en plus, c'est pas, si vous voulez, c'est pas la gutter press, hein, c'est vraiment des journaux professionnels écrits pour l'état-major général, des officiers respectés, qui en fait vous écrivent qu'ils sont déjà dans la guerre avec l'OTAN, que l'Ukraine de toute façon c'est que une guerre vous savez, par proxy. Et donc en fait, la question du Donbass, la question de ces négociations apparaît, c'est vraiment chercher l'aiguille dans la botte de foin, alors que le problème, c'est pas l'aiguille, c'est la botte de foin. Et la botte de... Enfin, bon, je vais arrêter avec les métaphores, mais c'est compliqué de voir en quoi une guerre, la fin des hostilités en Ukraine pourrait être interprétée autrement pour les Russes que comme une période justement euh, comme un gain en fait pour gagner du temps et pour monter en puissance encore en avant. Voilà. Et donc, on parle des minima sociaux, mais on a à peu près une assez bonne idée, si vous voulez, par exemple des commandes de chars ou de missiles, etc. Il ne faut pas oublier, la Russie aujourd'hui, c'est 5 000 chars par mois produits. C'est à l'horizon 2034 plus de 2000 chars qui seront commandés. Et vous avez une expansion de l'ordre de bataille russe qui est complètement incroyable. Vous avez plus de 4 nouvelles armées combinées. Donc, c'est des ensembles de plus de 30 000 hommes. Vous avez enfin, c'est difficile de voir comment un pays qui s'arme autant pourra, en fait, même si demain les hostilités s'arrêtaient, en fait, embrasser la paix. C'est difficile quand on a quand on est en train de radicaliser sa population, quand on engage des efforts au niveau de sa croissance économique. Hein, on est à plus de 300 millions, voire même 500 millions si on réfléchit en termes de pouvoir d'achat. On est, bref, sur des... La Russie se militarise, et si demain la commande publique militaire s'arrête, l'économie russe va être complètement asphyxiée. Ça va être incroyable. Merci. Mais heureusement, il y a 8 chars d'assaut canadiens qui ont été livrés à l'Ukraine il y a 2 ans. Et on poursuit la réflexion à Ottawa, à savoir si on devrait en avoir d'autres. Donc, pardon. Ils sont très bons. Ils sont très bons, c'est les chars allemands qui ont été achetés pour se prémunir contre les talibans, parce qu'on n'en avait plus. Donc, on ouvre maintenant la période de questions, donc au public, en ligne, donc par écrit ou en personne. S'il vous plaît, vous vous approchez du micro pour qu'on puisse vous entendre et poser vos questions à nos panélistes. S'il vous plaît, vous identifier et identifier la personne à laquelle vous posez votre question. Jonathan, je t'ai pris identifié. Bonjour, Jonathan Paquin, directeur de l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval à Québec, politologue, professeur au département de sciences politiques de la même université. Merci pour ce panel fort intéressant et très complémentaire, en 4 présentations vraiment qui s'imbriquent très bien les unes aux autres. L'un des faits les plus marquants de la dernière année dans le conflit ukrainien, c'est l'arrivée d'une nouvelle administration à Washington.
Cette arrivée a été marquée par des tensions significatives entre le gouvernement ukrainien et l'administration Trump. On a tous vu ce qui est arrivé dans le bureau ovale en début d'année 2025. Et puis les choses ont progressivement tourné, c'est-à-dire qu'en janvier-février 25, les Américains ou l'administration Trump étaient très complaisante avec la Russie. On s'attendait à ce qu'il y ait un lâchage éventuellement, surtout après les tensions significatives du début de l'année avec le gouvernement ukrainien. Et puis, les relations se sont légèrement améliorées entre cette administration et le gouvernement ukrainien au cours du printemps 2025. Il y a eu un mémorandum qui a été conclu sur l'extraction des ressources, notamment en Ukraine. Et même, je pense que c'est Dominique Harel qui l'indiquait plus tôt, cette administration-là a adopté des sanctions très sévères sur certains États qui importaient beaucoup de pétrole de la Russie, peut-être pour forcer la Russie justement à réfléchir peut-être un peu plus sérieusement aux possibilités de paix avec l'Ukraine. Et non, moi j'aimerais vous entendre sur cette transformation-là dans la dynamique entre Washington et l'Ukraine et peut-être aussi vous amener à nous dire un peu ce que vous anticipez pour les 12 prochains mois. Est-ce qu'on peut penser à un lâchage progressif de Trump si les efforts de paix, il n'y a pas vraiment d'efforts de paix, vous l'avez mentionné, mais si ces efforts devaient continuer à piétiner, ou est-ce qu'au contraire, cette administration qui est hautement imprévisible pourrait faire le pari inverse et dire, bon, ben, il faut accroître les sanctions sur les collaborateurs de Poutine pour le forcer à la table de négociation, ce qui me semble assez improbable. Donc, à quoi faut-il s'attendre de cette relation? Parce qu'elle est centrale, elle est hyper importante et on connaît les conséquences qu'aurait un lâchage de Washington sur le conflit qui se poursuit dans cette région. C'est une question ouverte. Si vous avez une réponse, ben, je serais curieux de l'entendre. Merci. Merci. Qui veut peut-être se lancer en premier? Pour ça? Oui, Maria? The odd one out. We'll start again. So it's a very important question, and I think we tend to think because Trump has been so obsequious, really, towards Putin this whole time, we tend to, I think, a bit overstate how much in cahoots the Trump administration is with Russia. In fact, I think the Ukrainian government has been extremely effective at managing the Trump administration. The minerals agreement, especially done after this attempt to humiliate Zelensky in the Oval Office, in the end was an agreement that let Trump claim that this is the best agreement ever, while Ukraine didn't really seem to give up anything in it. So this was, I think, very masterfully done, and the Ukrainian administration is continuing to have success in dealing with the Trump administration. They even had, I think in the fall, in early fall, they managed to get through to Trump for a very short time, unfortunately, the idea that Ukrainian victory is possible and he should back the victor, not the loser. It didn't last very long, but I think that that opportunity is still available to Ukraine's very, very capable diplomats. I think the key here is that Trump may be personally predisposed to like Putin and to want to have a good relationship with Russia, but he is constrained domestically to some extent. I mean, the American support for Ukraine is overwhelming and clear. So all that Trump can do is pressure Ukraine under the, the rhetoric of I'm just trying to end the war and stop the killing, but he cannot, in fact,
help Russia in meaningful ways that are obvious. So I think he is ultimately constrained, and the Ukrainians are going to continue working with that and getting small victories out of it. But overall, I am not very optimistic that he will put major pressure on Russia. I think that goes against his actual preferences, what he wants to see happen. But I'm also fairly optimistic that he cannot, in fact, completely align the US with Russia, that there is some guardrails there. Merci. Quelqu'un? Emmanuel? Je vais continuer là-dessus. Je pense que si on regarde les évolutions plutôt des rapports Russie-États-Unis, ce qu'on a vu, c'est pas un alignement Russie-États-Unis. Ce qu'on voit, c'est Donald Trump qui donne aux Russes ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une reconnaissance. Être considéré comme une grande puissance. Le sommet dans l'Alaska, sur ça, c'est vraiment particulièrement parlant. Ça ne veut pas dire qu'il y a un alignement complet. On voit par contre que ça a changé les positions russes qui essayent autant que possible de ménager les États-Unis. Quand ils s'attaquent, l'Occident collectif, comme ils disent, n'inclut plus vraiment les États-Unis. Donc, c'est soit l'Europe, soit le Canada qui sont un peu le punching ball. L'enjeu pour l'Ukraine, c'est l'imprévisibilité de Donald Trump. C'est que parfois, ils ont une victoire, mais on ne peut pas compter dessus. Peut-être que dans une semaine, ils vont changer d'avis. Et donc, ça a un vrai enjeu sur les rapports et ça ne peut pas créer, à mon avis, un rapport vraiment qui se développe, qui s'approfondit. C'est toujours de pas en avant, un pas en arrière ou l'inverse, dépendamment de la situation. L'autre enjeu, c'est qu'à la fois, il semble que effectivement les États-Unis et Donald Trump veulent un accord vite pour se désengager de l'Europe. Et en même temps, ils ne veulent pas laisser aux Européens de place dans les négociations ou de rôle pour finalement amener à un désengagement américain de l'Europe. Donc il y a un paradoxe qui est beaucoup plus global, je pense, sur la politique américaine et sa politique étrangère qui fait que ça crée de la vulnérabilité pour les Ukrainiens et à la fois ça crée ce que les Russes aiment le plus, c'est-à-dire une ambiguïté qu'ils peuvent exploiter. Merci. Dominique? Je vais être bref. Je suis assez d'accord avec mes collègues, mais je dirais que l'imprévisibilité, c'est aussi... ça saute aussi au visage de la partie russe. C'est-à-dire que oui, il y a eu son sommet gratuitement. Donc, l'esprit d'Alaska, c'est comme on est maintenant d'égal à égal. Et puis là, 2 mois plus tard, c'est sorti de nulle part, mais c'était à la suite d'une conversation téléphonique entre, pas Witkoff, là, qui était temporairement mis de côté, mais Rubio. Rubio et Lavrov. Puis là, Rubio aurait dit à Trump, ben là, la Russie ne veut pas vraiment négocier. Et puis bang, boum, les sanctions. Il essaie de sanctionner la Chine. L'Inde, là, il y a eu un accord commercial. Ce n'est pas très clair parce que l'Inde est très discrète. Est-ce que vraiment l'Inde va réduire ses achats de pétrole russe? Les données sont trop préliminaires. En janvier, on nous dit que les revenus de l'exportation du pétrole russe a tombé de 25 %. Est-ce que c'est juste temporaire? On verra. Mais il a aussi sanctionné de l'autre côté, Gazprom puis Rosneft. Et ça, Biden n'osait jamais aller aussi loin. Il avait peur que le prix du pétrole augmente. Là, le prix du pétrole est plutôt à la baisse. Et ça a complètement désarçonné les Russes. Lavrov l'a répété, là, il joue un petit peu, il trouve ça mystérieux. C'est contraire à l'esprit d'Alaska, etc. Alors, d'un côté, vous avez le tweet, là, il faut vraiment que Zelensky accepte, qu'il négocie, etc. On est au courant, ça revient à chaque semaine. Mais de l'autre côté, il frappe fort du côté des Russes. Alors, c'est pas encore une fois improbable que Poutine pourrait accentuer la pression sur la Russie. Il l'a déjà fait. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais quant à accentuer la pression sur l'Ukraine, il le fait depuis 1 an. Puis, comme Emmanuel l'a dit, ben là, il y a eu, je ne sais pas si c'est vous deux, là, ensemble, finalement, Zelensky s'est bien adapté et son équipe. Merci. Vincent? Moi, ce que je trouve important de rappeler, c'est que c'est sur ces ouvertures diplomatiques, on a changé de contexte par rapport aux premières propositions. On avait quand même eu un début d'année 2025 qui était opérationnellement très difficile pour les Ukrainiens, avec un Zelensky qui a été fragilisé par des affaires de corruption.
Et là, 2026, on s'ouvre sur quelque chose de vraiment différent. On a un front ukrainien qui est quand même beaucoup plus solidifié. On a des difficultés apparentes dans le modèle russe actuel tel qu'il s'est construit depuis 2 ans. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que si par exemple demain, il y avait, comme il l'avait déjà fait sur le renseignement, une interruption brutale du soutien américain, l'Ukraine ne s'effondrerait pas. Et je pense que ce qui me gêne justement sur cette question, pas sur le fait qu'elle soit posée, hein, mais sur sur le contenu, c'est que j'ai l'impression que pour l'Amérique, en fait, la question ukrainienne aujourd'hui est devenue accessoire de ce qu'elle doit faire de l'Europe. Qu'est-ce que doit être l'Europe dans son projet de pivot vers l'Asie? Et que l'enjeu pour les États-Unis, c'est de faire de l'Europe un relais de puissance, un peu alliance de Delphes, hein, un peu satellisé, qui doit renforcer, multiplier la puissance américaine, mais qui ne doit pas être autonome. Et donc pour moi, la grande question, je pense qu'on va peut-être délaisser un peu le côté diplomatique de l'affaire, et plus les tensions, à mon avis, vont plus se concentrer sur les mécanismes d'achat européen en fait, de l'aide américaine aujourd'hui. Je pense que c'est là où on peut voir des choses en 2026 pardon, pas très rassurantes, pas très sympas. Not very fair, mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça conclut ce premier panel. Merci de votre attention. Nous allons reprendre à 11h30. Je vous demanderai de vous joindre à moi pour remercier nos panélistes.